Yap les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive avec aujourd'hui une voiture américaine. Ça n'arrive pas souvent sur la chaîne donc on va en profiter. Il s'agit d'une Buick Regal de 1988 et c'est David qui va nous la présenter juste après le générique. Salut David, bienvenue dans le paddock. Parle-nous donc un peu de ta Buick Regal. Alors c'est une Buick Regal de 88 avec son petit moteur de 2,8 litres V6. Donc c'est le premier moteur qu'il y avait disponible au début en 88. Après il a été en amélioration avec le 3,1 litres, mais ici c'est le 2,8 litres. Donc j'ai l'intérieur digital, j'ai beaucoup de trucs électroniques, mais ça on verra par la suite. Donc l'intérieur digital c'est cool quand même. Oui. C'est vachement cool, ça rappelle des voitures super comme la Honda S2000 ou encore la Fiat Tipo DGT. Alors du coup, vu qu'on parle mécanique, je t'invite à ouvrir le capot et à nous montrer ça de plus près. Avec la petite pince qui permet d'ouvrir le capot, on trouve plus. Certaines pièces on les trouve plus. J'aime bien, c'est les poignées de porte inclus dans le montant comme sur le Fiat Coupé ou la Honda NSX. Ah, c'est que des références cool, hein. Effectivement. Alors du coup, multiporte FI de litre 8. Donc en fait ce qu'il y a c'est que niveau moteur on a un injecteur par cylindre, donc c'est du multiport injection. On a un EGR, donc la recyclation des gaz, on a l'allumage qui est géré uniquement électroniquement via un capteur qui se met au vilebrequin et un débitmètre d'air. Enfin c'est comme un peu une voiture récente avec 20 ans de moins. Ici on a le cruise control par exemple. Je n'ai pas d'ABS, l'ABS est arrivé de série dans les années 90, ici elle n'en a pas. Évidemment la direction assistée, j'ai la climatisation qui fonctionne grâce à des produits que j'ai pu trouver écologiques. Et voilà, le reste après... Alors les renforts roses c'était d'origine ou... Effectivement non pas du tout. Ils étaient là mais gris peut-être ou... Ils étaient là mais noirs. Et en fait j'aime bien toujours mettre dans chacun de mes véhicules que je refais une petite touche rose. Parce que j'aime bien les petites touches roses, mais subtiles et un peu cachées. Du coup, ce rose me rappelle le logo STI. Il y a une référence à Subaru, je sais que tu en as une. Oui, on peut voir si jamais le... Ouais, le coussin et les fourreaux de ceinture Subaru dans la voiture. C'est un peu plus confort. Et donc du coup, tu voulais absolument du rose Subaru dans ta Buick. On va dire ça, voilà. C'est une Buick STI. Une Buick XTI Subaru moteur à plat, en fait non, c'est un V6. D'ailleurs c'est aussi un V6 de 60 degrés, c'est de la famille des 60 degrés, au lieu des 90 qu'il y avait eu avant. Et après. Voilà. C'est bien 60 degrés, c'est moins chaud que 90. Hein. Je dis ça parce qu'il fait chaud. Effectivement, il fait assez chaud. Alors qu'il y a toujours nos deux piafs qui sont en train de se batailler dans les arbres à côté, mais rassurez-vous, c'est normal. Et donc pour ouvrir le coffre, c'est comme toute américaine qui se doit. Une fois qu'on met le contact et qu'on est en parking, via la boîte à gants, on peut ouvrir le coffre. Et via le coffre, tu sais l'ouvrir aussi, tu as la grosse poignée jaune pour si on te kidnappe et... C'était pas encore dans... c'était pas encore à l'époque. Il faut attendre les années fin 90 pour y arriver. Et du coup on a un grand coffre et c'est bizarre qu'il n'y ait pas la tirette jaune à l'intérieur parce qu'on peut clairement mettre des macabées dedans et ça passe. Hein. Effectivement, donc là c'était pas encore d'application dans ces années-là, il n'y avait pas assez de kidnapping apparemment. Donc pour mettre ça, donc ici une fois qu'on est dedans, on est coincé dedans. On ne sait rien faire à part peut-être éventuellement chipoter avec un loquet. C'est tout. Est-ce que la banquette est rabattable ou pas? Non, ici non. Dans celle-là non, mais par exemple dans une de mes autres américaines, là la banquette est rabattable. Bon, j'ai des petits câbles au cas où si jamais il y en a qui ont besoin. Pour le moment, j'en ai jamais eu besoin, mais on sait jamais. Au cas où quelqu'un en aurait besoin. Voilà. Avec une petite roue galette. Donc là, c'est une roue galette standard, donc c'est très petite. Ouais. C'est une 6 places d'origine. Parce que de base, il y avait une banquette à l'avant, sauf que le cuir était tellement abîmé que j'ai dû mettre celui d'une 4 portes. Du coup, au lieu d'avoir 6 places, j'ai 6 ceintures, mais j'ai que 5 places disponibles. Ah, il y a un truc qui est surprenant, c'est la capacité, 484 kg. Tu ne peux pas charger grand chose finalement. Je suis à 200 dans Mia et tu as un coffre qui est au moins le double du mien. En fait, ici, je ne peux pas charger beaucoup, mais ma masse maximale autorisée, c'est de 3480 kg. Et le poids du véhicule, c'est 1980 kg. Donc ça va, j'ai de la place. Ah, il y a de l'espace, oui, mais en même temps, une américaine n'aurait pas d'espace, ce serait quand même un petit peu triste. C'est légèrement, effectivement. Un peu pour ça qu'on les achète en général.
Nous étions déjà un peu dans la voiture, même si ça ne correspond pas entre le coffre et l'habitacle. Nous voici dans l'habitacle. Avec du bois. C'est du vrai bois ou c'est du... Non, c'est un plastique avec un recouvrement de vinyle, mais d'origine. Donc c'est du plastique pour faire genre bois, mais c'est pas une Cadillac. Bah, à l'œil, ça paraît quand même plutôt propre. Ça paraît, oui, bah, ça tient. Il a l'âge qu'il a quand même. Allez, ça tient les griffes, etc. Mais c'est peint, quoi. C'est peint par Bouygues d'origine. Mais ils ont quand même fait ça bien. Alors du coup, petit équaliseur, radio, tout ça. On va éviter de mettre la musique parce que YouTube n'aime pas, mais... Il n'y a pas de musique. Tous les bips qu'elle a fait, c'est pour t'indiquer quelque chose de particulier ou... C'est pour dire que j'ai mis le contact et pour dire comme quoi tout le courant est là, que tout est bon. Et par exemple, si je coupais le courant, bah ça comme toutes les voitures, si je laisse les phares allumés, bah elle va me prévenir, quoi. Voilà. Et ouais, peut-être attendre les bips aussi. Et aussi, petite chose intéressante à savoir, quand on allume les phares, donc par exemple ici, voilà, j'allume les phares, on a une luminosité qui diminue. Mais par exemple, si j'ai un problème d'huile, que ça devient rouge, que j'ai plus de pression ou que le moteur surchauffe, ben d'office il va me mettre la luminosité à 100%. Ça c'est un petit truc que j'ai découvert récemment quand j'ai eu un petit problème d'huile et que ça m'a permis de découvrir cette fonctionnalité. Alors je vois que tu as les feux de détresse qui sont sur le côté de la colonne de direction. Oui, c'est ici. Voilà. Le petit cloc-cloc. Ça c'est encore l'ancien relais thermorésistance. Ah, tant que ça fonctionne, hein. Bah oui. Ton lecteur cassette, c'est donc la marque Delco. Oui, la radio c'est de la marque Delco. Est-ce qu'il a une tête? Par contre, c'est pas un format DIN standard, j'ai l'impression qu'il est plus large. En fait, c'est en plusieurs étapes. Donc ici, c'est juste le lecteur cassette. Là, c'est juste les fonctionnalités qui permettent de mettre le volume, le load ou un DNR. Ici, par exemple, on avait le choix d'un égaliseur qui est en panne dans mon cas, donc j'ai dû me rabattre sur une version basique. Et l'autoradio, elle, par contre, se trouve en dessous du tableau de la boîte à gants. Donc, il y a des câbles qui vont jusqu'ici, qui vont là, pour après aller ailleurs. Donc, en gros, si tu dois changer de source, tu sais changer donc la source qui est derrière le tableau de bord, sous la boîte à gants. Et en fait, tous les boutons qu'on a ici, ça correspond aux commandes au volant, mais qui ne sont pas au volant en fait. C'est ça. Moderne. Par exemple, j'ai dans une Buick, comme je parlais tout à l'heure de la 4 portes, elle par exemple, elle a une option ici sur le volant qui permet d'augmenter le volume, sectionner, etc. Ici, il n'y a pas. En 88 en tout cas, peut-être qu'il y avait une option, mais je ne l'ai pas du tout. Par contre, du coup, si tout ça tombe en panne, tu sais changer la radio, mais pour changer de volume ou de station, tu dois te contorsionner autant que moi pour mettre un truc dans la prise 12 volts. Oui. Parce que là, ça veut dire que ça fonctionne plus. Ou alors utiliser des rallonges et remettre une nouvelle autoradio. Mais à part ça, il n'y a plus de choix. D'ailleurs, ici, comme on parlait tantôt du moteur, c'est un moteur Chevrolet dans une Buick. Après, les moteurs Chevrolet, même encore maintenant, sont réputés. Sont réputés, mais Buick, ils avaient aussi leur moteur. Comme le 3,8 litres qui avait aussi une possibilité de l'avoir. Un 3,8 litres atmosphérique ou avec compresseur. Mais ça, c'était dans la Grand Sport qui arrivait plus tard. Puis il y a un autre moteur chez Buick qui a fait parler de lui à l'époque, dans la GNX. Le 3,8 litres, c'est dérivé de ce moteur-là, qui est arrivé après. Le moteur, je crois, le plus... Je sais plus si c'était le plus rapide ou le plus puissante de son époque. En fait... en américaine, évidemment. En américaine, effectivement, c'était quand même l'un des plus puissants, parce que c'était un 3,8 litres turbo. Mais en plus, elle avait l'avantage d'avoir l'injection séquentielle, comme toutes les voitures modernes depuis les années 95. Et là, on parle des années 80. En propulsion avec sûrement un peu plus de 200 chevaux, qui était quand même pas mal à l'époque. Et puis elle avait une bonne gueule aussi en plus. Une très belle gueule. Et c'était aussi dérivé de la Régale d'ailleurs. C'était la version ultra sportive de la Régale. C'est ça, c'est la Buick Régale GNX. Et elle, c'était une propulsion. Et dans le choix de celle-ci, ils ont voulu faire plutôt une familiale, une berline, une petite berline, une coupée, mais en retirant tout ce qui était amusant. Donc pour une sportive, donc c'est une traction, elle a plus sa propulsion et c'est des moteurs un peu plus petits. Il n'y a plus de V8, il n'y a plus que des V6 et encore plus petit que le 3,8 litres. Mais par contre, on en parlait en off avant de lancer le tournage, ta consommation est raisonnable pour une américaine. Franchement oui, une fois que je dois faire des longs trajets, allez, en grosse moyenne je suis dans les 8 litres au 100. Et alors par contre quand je suis dans les villes, là ça compte un peu plus haut. Là on est dans les 10,
mais j'arrive pas à descendre en dessous de 10. Mais par contre, je suis pas au-dessus de 10,5. Ça, c'est l'avantage. Ce qui, pour l'époque, était plus ou moins dans les mêmes consommations que mon papa à l'époque avec sa Fiat Tempra 1600. Là, 2,86 chevaux. Il y avait beaucoup qui avaient cette consommation. Bon, En l'avantage. carbu aussi après à l'époque. À la Tempra. Exactement. Ici, par exemple, c'est grâce à l'injection qu'elle consomme moins. La boîte automatique 4 rapports avec un embrayage qui se colle à partir de 50 km/h qui permet de réduire la consommation aussi. Donc il y a eu plein d'éléments qui permettaient de réduire la consommation. Tu avais une banquette à l'avant. Ici, tu as Oui. un rangement du coup. Ici, j'ai une petite poubelle que j'ai rajoutée. Ici, j'arrive. Mais de base, Petite poubelle. mais de base, en fait, on a la petite ceinture ici. C'était pour la banquette avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que ici, j'ai le levier de vitesse qui est au volant et non ici en console. Parce que ça aurait été une 5 places, j'aurais eu ici la console avec un rangement qui n'aurait pas été de refus ici pour la voiture parce qu'elle manque cruellement de rangement intérieur. C'est dommage dans une voiture aussi grosse. Exactement, c'est vrai que c'est quand même assez dommage. Après, on connaît d'autres personnes qui ont des voitures assez volumineuses et qui n'ont pas beaucoup de rangement. Je pense à nos camarades de Villebrequin avec leur Miletti plat. Il n'y a même pas un filet pour mettre les casques à l'arrière, alors que ce serait la base quand même. Villebrequin, enfin. W Auto, faites quelque chose. Clap, bonjour et bienvenue sur la chaîne d'MXM. Aujourd'hui, on teste la Buick la moins chère du Bon Coin. J'ai l'impression de me répéter, je sais pas pourquoi. Et effectivement, à l'époque, je l'avais acheté que 650 €. Donc, c'est vraiment la moins chère là. Probablement l'une des moins chères. Après, Buick n'est pas forcément une marque très recherchée chez nous non plus. Non, c'est vrai. La plupart, elles ont été dans des casses et elles n'existent plus. Est-ce que Buick a officiellement été vendu en Europe beaucoup ou est-ce que c'est que de l'import parallèle ou... En fait, ça a été le modèle Buick n'a pas vraiment été conçu pour l'Europe. D'ailleurs, elle a toujours les feux américains, les feux rouges, mais homologués en Belgique pour. Maintenant, c'est plutôt Chevrolet qu'eux, ils avaient eu des phares jaunes, vraiment beaucoup plus adaptés pour l'Europe que Buick. Buick, je pense que ça a été plus un apport entre guillemets parallèle des importateurs. Il y a quand même eu des importations officiellement via le réseau General Motors. Officiel, oui, ça oui, mais en beaucoup moins d'exemplaires forcément. C'est vrai qu'en américaine, dans mon village, il y a quelqu'un qui avait une Chrysler Le Baron. Ah ouais, bah, c'était aussi un 2,8 litres ou un 2,3 litres, il me semble. Très bonne question. D'ailleurs, je pense qu'il l'a encore. Il n'y a plus de plaque dessus, mais il a encore la voiture. On n'en voit pas beaucoup effectivement parce qu'il y a vraiment une hype autour des Mustangs, des Camaro, des Chargers. Donc il y a toute une gamme d'américaines sur le côté qui était aussi innovant, enfin selon les marques et selon les années, ils avaient quand même pas mal d'innovations. Les pick-up aussi. Des pick-up, beaucoup de pick-up en Amérique. Par contre, ça j'ai été étonné quand j'ai été en Floride. C'est que chez nous on voit que des pick-up émis essence, alors que là-bas il y en a quand même qui sont en diesel. Ouais, après est-ce que c'est les moteurs d'origine ou est-ce qu'ils ont des moteurs diesel mais genre on t'a mis un Caterpillar de pelleteuse, plus Non. de couple. C'est des moteurs d'origine. Mon power baby. Fuck yeah. Ça sera du beau montage. Pas du tout. Normalement la transmission ici c'est la 4T60. Bah donc elle peut avoir 6000 livres au maximum de poids qu'elle peut tracter. Sinon après en théorie elle surchauffe. J'ai jamais été jusque là personnellement. En même temps c'est pas un utilitaire. What? Je savais pas qu'en vrai ils avaient des lumières bleues. Bah moi non plus. Normalement c'est urgent, peut-être pour les fuites de gaz urgentes. Ah peut-être. Oh, ça c'est pas très gentil. Ce qui me surprendra toujours c'est la... Il n'y a pas de jeu dans les Komodo. La voiture des années 80 et 90, les Komodo ils étaient fermes, ils sont restés fermes avec le temps. Oui ça c'est étonnant. Il y a des voitures maintenant, tu as des machins tout mous et tu te dis mais avec l'âge ça va être de pire en pire. Bon, ce qui me surprend c'est que le Komodo fonctionne, il revient quand je redresse le volant et on n'entend pas la boîte clignotante. Alors que tout à l'heure tu as mis des feux de détresse, on l'entendait. En fait j'ai mis le LED flasher. Le fait que j'ai mis des LED à l'arrière, ben, avec la lamelle chauffante de base, ben, elle ne s'enclenchait pas. Ah d'accord, Du coup, c'est t'as dû changer le ouais. système de enfin, normalement il y a place pour se croiser. La Régale n'étant pas si grosse que ça pour une américaine. C'était pour les petits américains. On sent de temps en temps un accro au changement de vitesse, mais globalement elle est douce quand même.
Et la coup, c'est quand on n'accélère pas et qu'on arrive par exemple à 36 km/h et qu'elle passe à 3e. Ah oui, bah effectivement, là j'accélérais pas, mais en descente, ça arrête d'accélérer. C'est ça. Et en fait, il utilise la dépression du moteur pour gérer en fait le temps qui va engager la vitesse. Mais ici, du fait que le moteur ne donne aucune puissance et tout, ben, on a beau l'engager de façon le plus faiblement possible, ça va faire un à-coup. Et le deuxième à-coup qui peut survenir aussi dans cette boîte qui est mécanique, c'est quand on ralentit et qu'on est plus ou moins à 28-29 km/h et qu'on veut réaccélérer. Elle est toujours en 3e, mais elle veut passer en 2e et en fait elle a une genre de sélection de vitesse. Et là elle fait un plus gros à-coup. Mais qui est une amélioration quand même par rapport à l'ancienne boîte qui était de 3 vitesses, et elle on sentait fort les à-coups entre la 2e et la 3e. Je trouve ça quand même marrant qu'ils aient. Donc il y a les compteurs digitaux qui t'indiquent en chiffres ton régime et ta vitesse, et puis ils ont quand même remis les barrettes qui montent à côté avec les graduations. Oui. Ça fait le double emploi. Après, moi, je trouve ça sympa, j'aime bien les trucs un peu technologiques anciens. Mais ici d'ailleurs, tu as même le choix. Si je fais cluster display, là on voit uniquement les chiffres, là uniquement les barres. Ah, ou les deux, ouais, tu sais choisir. Les deux. Et moi j'utilise les deux parce que la barre c'est illisible, sauf peut-être. Ouais, c'est ça, les barres c'est stylé, mais tu sais pas lire ta vitesse réellement. C'est ça. Maintenant la version métrique est peut-être un peu plus facile, mais là la version métrique, elle a tout changé. Lui il est en PSI, la température en Fahrenheit, et puis les vitesses en miles. Et alors là on revient en système métrique. Ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est, ouais, effectivement c'est pratique. C'est le premier truc que j'ai regardé en la démarrant, et je me dis est-ce qu'elle est graduée en miles ou en kilomètres? Elle a les deux. Bah elle a les deux, ouais. Bah c'est parce qu'elle a le compteur digital, elle aurait eu le compteur analogique. Ouais, là elle aurait pas eu. Là tu aurais eu celui de là où elle était vendue initialement. C'est ça. Il faut savoir que ce compteur-là aussi, c'était une option, parce que le compteur digital de base, elle indiquait uniquement la vitesse, et après c'est juste des loupiottes pour dire surchauffe, l'huile, il n'y a plus de pression, et des trucs comme ça. Bah, c'est toujours bien d'avoir le détail, quoi, les températures, ne serait-ce que la température du liquide de refroidissement. Les voitures où tu n'as pas du tout le liquide de refroidissement, enfin où tu as juste la lumière bleue quand c'est froid, rouge quand c'est trop tard, bah, tu sais que quand c'est rouge, bah, c'est trop tard en fait. Oui, c'est ça. Oh ça va, c'est pas si mal. Et le truc c'est que généralement quand c'est rouge, bah, le réflexe c'est de s'arrêter parce que tu te dis bah la voiture est trop chaude, sauf que quand tu t'arrêtes elle refroidit encore moins, donc elle chauffe encore plus. Et tandis qu'au moins quand tu vois que, allez, habituellement par exemple pour Mia elle est à 87-88 degrés, je sais que quand j'arrive à 90-91 c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il faut que je change ma façon de conduire. Bah ici par contre les moteurs américains de base ils sont faits pour chauffer trop. En fait le thermostat de base ici c'est de 92 degrés. Et les ventilos s'enclenchent dans les 110-115 degrés, mais qui est beaucoup trop élevé parce que du fait que le bloc est en fonte et les culasses en aluminium, ça peut conduire à des joints de culasse et une surchauffe de l'huile aussi. Et puis il y a un truc que je trouve un peu con, c'est aux États-Unis il y a des endroits où il fait vachement chaud, c'est con d'avoir des trucs avec des limites autant élevées. Après si la voiture est conçue pour être vendue au Canada, tu te dis c'est vrai qu'en hiver, ça sert à rien que le thermostat il commence à refroidir trop vite parce que bon, la caisse elle ne coupe jamais ta température en hiver. Mais si tu vends la caisse en Floride ou en Californie... Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a la Buick Skylark de 82, la version canadienne, ils ont des petits radiateurs. Et la version dans les pays chauds, il y a juste une tôle à retirer et on met un plus gros radiateur. Et par exemple chez nous, c'est un peu limite le petit radiateur. Mais les limites sont beaucoup trop élevées je trouve. C'est pour ça qu'on a mis un thermostat de 82 et les ventilos qui se déclenchent à 90. Choses parfois où tu te dis tiens bizarre. Après il y a la méthode russe, hein. Tu fais une voiture qui tient n'importe où sur le territoire russe, elle tient n'importe où tout court. Ça c'est sûr. La Lada Niva n'a jamais trop froid. Ça me rappelle un peu, au niveau de l'intérieur, ça me rappelle la Citroën Traction, Christian. Les sièges sont très confortables, dans les virages en épingle, le maintien c'est pas fou. Ah c'est pas des baquettes. Après c'est vrai qu'aux États-Unis, les virages... Plutôt les lignes droites là-bas. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'habituellement, le M de Bomberé sur la fin de l'essai, c'est un peu le moment où on accélère un peu. Bah là, au premier virage, je me suis dit, ok, le moteur il va peut-être vouloir y aller, mais moi je vais me retrouver sur tes genoux, ou toi sur les miens selon le côté du virage. Ça tisse des liens. Oui, c'est une façon de voir les choses. Par contre, c'est que ça reste quand même très confort. Je pense que c'est aussi peut-être ce qu'on attend d'une américaine. Enfin, surtout quand c'est une américaine traction V6.
tu t'attends pas à ce qu'elle fasse un chrono sur un 400 mètres. Donc finalement, il te reste le confort et la facilité de conduite, quoi. Ah, ça oui. Il y a la direction assistée. Oui. Hydraulique. Oui. C'est bizarre quand même d'un coup d'avoir un enrouleur en bas et un enrouleur en haut à la ceinture. Parce que du coup, Ah oui. il s'adapte à la bedaine. Oui, il s'adapte à tout. Par contre, l'arrière, lui, c'est des simples pour les jambes. Il n'y a pas Ouais. avec le dessus. Tiens, c'est vrai que d'habitude, je teste la banquette arrière. Attends. T'as Attends. vraiment testé? Bouge pas. Bah ouais. Pas qu'à faire. Bah alors, faut venir de mon côté. Hein. T'es si grand que ça? Non, mais c'est des sièges 4 portes. Et là, c'est électrique. Du coup, tu vas mettre 25 minutes pour avancer ton siège. Ah. On est en batterie faible, il faut plus traîner. Du coup, test de la banquette arrière. Et bon, en vrai, il y a de l'espace. Hein. Ça va Il encore. n'y a que 2 portes, mais c'est américain, quoi. Tu peux y aller. Je peux y aller. On retrouve à notre point de départ. Faudra me guider. Hein. Parce que moi, le sens de l'orientation, c'est compliqué. Petite sonorité BMW, j'aime bien les ici. Oui, mais un peu plus pointu qu'ici. Hein. On n'en a pas parlé, le klaxon il fait quoi comme bruit? Il est simple. Hein. Il est Vas-y. simple. J'aurais pu mettre des cornes de brume, mais bon. Non, le truc marrant, c'est de faire le klaxon qui n'a rien à voir. Alors, j'ai envie de dire, le klaxon cucaracha, ça fait mexicain, c'est encore trop américain. Par contre, le 5 tons italien, personne ne s'y attendrait. J'ai déjà mal au bras. Quand il n'y a plus de batterie sur la caméra, on fait avec l'autre. Du coup, fin du test routier et on arrive au moment que certains des abonnés préfèrent, les points forts et les points faibles de ta Buick, selon toi. Selon moi, point fort, c'est le confort. La boîte automatique est quand même assez bien faite. Je suis assez étonné pour une boîte auto. Point faible, je dirais un peu quand même la tenue de route. Bon, c'est vrai qu'on peut pas avoir le confort en même temps que la sportivité. Ça, c'est un point positif et un point négatif. Donc ça veut dire qu'elle est confortable mais un peu moins sportif sur les virages. Après, le moteur, il manque un peu de chevaux. Maintenant, c'est tout ce que je peux dire. Après, 105 chevaux en 88, c'était déjà pas mal comme puissance. 120. 120, pardon, oui. 120, c'est quand même pas mal, effectivement. Ça se débrouille bien. Maintenant, c'est vrai que j'aurais peut-être préféré quand même une boîte automatique avec un rapport ou deux en plus pour donner un peu plus de souplesse à la conduite. Parce qu'on est vite en train de jouer entre 3 à 4, 3 à 4, surtout quand on est à 68, 70 km/h. Après, le reste, elle est quand même facile à travailler dessus, sauf pour changer les bougies des cylindres arrière. Donc là, on est obligé de retirer l'alternateur pour ça, donc c'est génial. Souvent, les moteurs en V, c'est chiant sur au moins un cylindre. Surtout en traction comme ça, c'est assez perturbant. Après, le reste, franchement, c'est un véhicule assez simple à entretenir et elle m'a accompagné dans beaucoup d'événements. Elle a même fait un peu de tout-terrain, enfin du léger tout-terrain, évidemment pas du tout-terrain Land Rover, mais je me suis déjà, laissé embarquer dans des terrains où pour sortir du parking, il fallait passer une butte de 30 cm. Elle a réussi. Donc elle est assez polyvalente, quoi. On va dire pour son usage, elle est bien. Maintenant, ça ne vaut pas une Honda en termes d'accroche au sol ou d'une autre sportive, quoi. Après, ça reste des suspensions à l'américaine, c'est plus typé confort. C'est ça, c'est très souple. D'ailleurs, quand on conduit, on sent que c'est vraiment des amortisseurs qui laissent le temps au poids de tomber et de revenir. Donc c'est pas rigide. Ça, c'est pratique. La climatisation fonctionne bien quand elle est bien rechargée. J'ai réussi à la faire fonctionner, donc ça c'est un point positif quand même, on peut dire, après 7 ans qu'elle ne fonctionnait plus. Pour se parquer, mine de rien, elle est quand même assez facile, une fois qu'on a évidemment minimum 50 cm en tout devant ou derrière. Donc elle est facile à se parquer. C'est vrai que la visibilité périphérique est bonne.
Elle est bonne parce qu'il n'y a pas trop de montants. Par contre, il n'y a pas d'airbag, effectivement. Il n'y a pas d'airbag passager, conducteur, latéraux. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'ABS. Même si l'ABS, finalement, ici, sur ce modèle-là, je n'ai jamais bloqué les freins. Donc, Mais as-tu déjà freiné? freiner, c'est pour les faibles. Exactement. Voilà, c'est un peu... Après, quand on a appris à conduire sur une voiture sans ABS, on fait ça. C'est vrai qu'à la fin, on attrape quand même l'habitude. Chou-chou. Ah bah ça vaut la peine de mettre des trains, hein. T'as vu quelqu'un dedans toi? Non. Et toi, du coup, je peux te reposer la question. Pour toi, quels ont été les points positifs et négatifs de ta conduite? Alors, en point négatif, en dehors du maintien des sièges qui est confortable mais qui ne maintiennent pas vraiment dans les virages serrés, j'ai pas forcément de points négatifs à relever, sachant que de base ça a été conçu comme un daily par les développeurs de Buick, enfin de General Motors, parce qu'à mon avis ils se sont peut-être mis à plusieurs marques dessus. Ouais. Mais c'est un très bon daily en fait. Hein. J'aime bien les boîtes méca quand même à la base, mais pour ceux qui aiment bien laisser la voiture tout gérer, ça marche bien, c'est confort. C'est confort au cahier des charges on va dire, de l'époque. Oui. Oh non, je suis un peu plus subjectif du fait que je roule tous les jours avec et que j'adore son tableau de bord digital, mais moi c'est vrai que franchement elle me plaît. Le tableau de bord digital, j'avoue qu'avant de le voir, je m'y attendais pas. Quoi. Moi je me dis, ouais, une voiture américaine, ça va être des aiguilles à l'ancienne, il va y avoir juste ce qu'il faut, et puis voilà. Et puis en fait, là, le compteur la planche de bord est complète. Bah d'ailleurs, quand je vais dans des rassemblements, avant j'étais dans un rassemblement en 7, les gens se disent aussi, bah oui, il y aura juste le bête compteur qui va de droite à gauche, ouais, la bête ligne. Et en fait, non, c'est dans les années 80, je crois que les ingénieurs, ils avaient 25 ans, ils se sont dit, on veut innover, on met du digital partout. Alors que 2 ans avant, il y avait l'aiguille. Finalement, c'est une marque qu'on connaît très mal, quoi. Il y a certaines marques, on s'attend à ce qu'il y ait certaines innovations. On sait bien qu'une Cadillac des années 50 ou 60, ça va être full option. Tu auras des options dans des Cadillacs de l'époque que tu n'as pas encore dans les Fiat d'aujourd'hui. Buick Oldsmobile, ça fait partie des marques. On sait que ça existe, mais cite-moi un modèle. Oldsmobile Omega, Buick Regal, Buick Skylark. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que chez nous, il y a eu beaucoup plus d'imports Chevrolet et Cadillac. Parce que les gens voulaient soit une petite Chevrolet sportive. Ou alors ils voulaient la Cadillac, le bateau, qui a commencé quand même à réduire parce que les coûts d'importation c'était quand même assez élevé. Et Oldsmobile et puis les places de parking sont pas adaptées au Cadillac. S'ils mettent 20 de long, c'est un peu compliqué. Mais Buick et Oldsmobile, du fait qu'ils sont entre les deux, ils ont chacun un peu leur innovation, un peu leur part du marché. Oldsmobile c'est plus pour les personnes âgées, entre guillemets évidemment, parce que ils utilisent plus ou moins les mêmes châssis mais l'intérieur est différent. Et Buick, par contre, là, c'était vraiment l'entre-deux en niveau luxe entre Chevrolet et Cadillac. Et ça fait que chez nous, en tout cas en Belgique, en gros, Oldsmobile c'est Citroën et Buick c'est DS. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, en Allemagne, ils en ont encore. Donc ça je sais qu'il y en a qui en ont. Maintenant, les forums, etc., de ce châssis-là, donc le châssis W, c'est que en Amérique, quoi. Il n'y a que des Américains qui parlent là-dessus et il n'y a personne d'autre. Aujourd'hui, elle est remplacée par littéralement l'Opel Insignia rebadgé Buick. Oui. T'en penses quoi de ça? Alors qu'on le rappelle, Opel, c'est plus General Motors. Hein. Quand l'Insignia est sorti, c'était le cas, mais c'est plus le cas. J'en pense que c'est l'évolution. Déjà, on était avec la Buick Regal propulsion 220 chevaux, et après on se retrouve avec une traction. Bon, elle est bien, elle est confortable, mais c'est pas une Regal. Donc pourquoi pas faire une Opel? Mais bon. Disponible en 4 roues motrices de litre turbo. C'est donc ici que se termine cet épisode de Test Drive. Merci à toi d'être venu me montrer ta Buick. Tu as, je le sais, d'autres voitures sympathiques. Oui, mais pas encore immatriculées. Et merci à toi de m'avoir proposé ce petit reportage. Moi, c'est toujours sympa pour moi de découvrir des nouvelles voitures. Buick est une marque que je connaissais, la Regal de nom, mais pas cette génération-là. Enfin, du moins, pas avant le tome 11. Et puis, du coup, voilà, on est sûrement amené à se revoir avec d'autres de tes voitures. Bah oui, avec plaisir. Et puis, quant à vous, si vous avez également des voitures sympathiques, ou en tout cas que vous pensez sympathiques, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire sous la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, à la liker, à la partager. L'espace commentaire est là, non seulement pour proposer des voitures, mais aussi pour tout autre commentaire à propos de la vidéo. Si on a dit une connerie, allez-y, corrigez-nous. Et puis, j'en ai peut-être dit beaucoup, hein. Et puis d'ici le prochain épisode, et quand l'avion sera passé, portez-vous bien. Ciao.
Salut!